La conversation de groupe de la famille a explosé de célébration à 9h47, un samedi matin. Mélissa, OMG, les amis. Je viens de me faire 50 € en vendant les vieux livres de Sarah à mon vide-grenier. Emoji visage qui pleure de joie. Tante Linda, bien joué, ma chérie. Quelqu'un devait bien vider ce garde-meuble. Oncle Tom, il était temps que Sarah se débarrasse de ce bazar. Pourquoi accumulait-elle tous ces vieux livres, de toute façon? Mélissa, n'est-ce pas? Juste de vieux registres et des cahiers poussiéreux. Un type bizarre a acheté toute la boîte. De l'argent facile. Maman, Sarah a toujours été une accumulatrice. Belle initiative, Mélissa. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, assise dans ma berline banalisée, garée devant le palais de justice fédéral du centre-ville de Boston. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration restait calme. Mais mon esprit, lui, calculait l'ampleur catastrophique de ce que ma cousine venait de faire. Ce n'était pas de vieux livres. Ce n'était pas des registres poussiéreux. Ce n'était pas du bazar. C'étaient les preuves financières, documentées sur 18 mois, d'une affaire de fraude boursière de 47 millions €, les registres originaux de 1998 à 2003, saisis sur des comptes offshore, minutieusement authentifiés, et conservés selon les protocoles de preuves fédéraux, pendant que notre équipe de comptabilité judiciaire se préparait pour le procès. Chaque registre contenait des inscriptions manuscrites, détaillant des transactions illégales, des opérations de blanchiment d'argent, et des montages financiers frauduleux, qui avaient détruit l'épargne retraite de plus de 2000 personnes. Valeur probante combinée, 3,5 millions €. Statut juridique, preuve fédérale sous protection de la chaîne de possession. Statut judiciaire, le procès commence dans 6 semaines. Ma cousine venait de vendre la pierre angulaire de toute notre affaire pour 50 €, dans un vide-grenier. J'ai tapé une seule réponse dans la conversation familiale, compris. Puis, j'ai appelé mon superviseur. L'agent spécial Robert Chin a répondu à la première sonnerie. Sarah, n'êtes-vous pas censée témoigner dans la déposition Burkement? Je dois signaler une violation de preuve fédérale. Ma voix était calme, clinique. Les documents de l'affaire Caldwell. Tous les 17 registres. Ils ont été vendus. Silence. Puis, répétez ça. Ma cousine a accédé à mon garde-meuble. Elle a vendu les registres originaux de l'affaire Caldwell lors d'un vide-grenier, il y a environ 45 minutes. Acheteur inconnu, transaction en espèces, 50 €. Bon sang. La voix de Chin est immédiatement passée en mode commandement. Où êtes-vous? Parking du palais de justice fédéral. Je peux être au bureau de terrain en 12 minutes. Venez ici, maintenant. J'active l'équipe de récupération des preuves. Sarah, comprenez-vous ce que cela signifie? Monsieur, sans ces registres, nous perdons l'affaire Caldwell. 47 millions € de fonds de retraite volés, et les accusés s'en sortent libres. Et votre cousine? Vol de biens fédéraux, falsification de preuves, entrave à la justice. J'ai fait une pause. Possible accusation de complicité, si nous ne pouvons pas prouver que c'était accidentel. La famille? Monsieur, ma cousine Mélissa, elle avait un accès d'urgence à mon garde-meuble. Il lui avait été explicitement demandé de ne jamais toucher le coin nord-est, où les preuves étaient stockées dans des conteneurs scellés et verrouillés, marqués propriété fédérale. Une autre pause. Elle a vendu des preuves fédérales, marquées comme propriété fédérale? Oui, monsieur. Venez ici, maintenant. J'ai quitté le parking, manquant mon témoignage pour la déposition Burkement. Mon téléphone continuait de vibrer avec les messages de la famille. Plus de félicitations pour Mélissa. Plus de blagues sur ma manie d'accumuler. Plus de suggestions selon lesquelles je devrais vivre dans le présent au lieu du passé. Si seulement ils savaient. Je travaillais pour la division des crimes financiers du FBI depuis 9 ans, spécialisée dans la fraude boursière complexe et la criminalité en col blanc. L'affaire Caldwell était mon chef-d'œuvre, une enquête tentaculaire, sur une pyramide de Ponzi qui avait fonctionné pendant plus de 15 ans, volant des enseignants, des pompiers, des infirmières, et des postiers, qui avaient confié l'épargne de toute une vie à un conseiller en investissement charismatique, nommé Marcus Caldwell. Caldwell avait été brillant. Il tenait 2 jeux de livres, des registres numériques, qui montraient des investissements légitimes, et des registres manuscrits, qui suivaient le flux réel de l'argent. Quand les investisseurs voulaient des relevés, ils obtenaient la fiction numérique.
Quand Caldwell avait besoin de se rappeler de qui il avait réellement volé, il consultait sa vérité manuscrite. Nous avions saisi ces registres dans un coffre-fort aux îles Caïmans, après 18 mois de coopération internationale. C'étaient des preuves irréfutables, l'écriture même de Caldwell, documentant chaque transaction frauduleuse, chaque dollar volé, chaque mensonge qu'il avait raconté. Nos experts comptables judiciaires avaient passé un an à les analyser, à faire correspondre les entrées avec les relevés bancaires, et à construire un dossier en béton. Et ma cousine les avait vendus à un type bizarre pour 50 €. Le bureau de terrain du FBI à Boston était un chaos contrôlé quand je suis arrivé. Chin m'a retrouvé au poste de sécurité, son expression habituellement calme, tendue par le stress. Salle de conférence 7. L'équipe de récupération des preuves se rassemble. Le procureur Morrison arrive de New York en avion. Le procureur vient ici. Sarah, c'est la plus grosse affaire du district en ce moment. Si nous perdons ces registres, nous perdons tout. Morrison est en train de perdre la tête. J'ai suivi Chin à travers le bâtiment, passant devant des collègues qui levaient les yeux avec sympathie ou curiosité. Tout le monde à la division des crimes financiers connaissait l'affaire Caldwell. Tout le monde comprenait ce que ces registres signifiaient. La salle de conférence 7 était bondée. Spécialistes de la récupération de preuves, experts comptables judiciaires, analystes en cybercriminalité, et agents de terrain, tous réunis pour retrouver 17 registres manuscrits, vendus lors d'un vide-grenier dans la banlieue du Massachusetts. Chin m'a fait signe de m'asseoir en bout de table. Expliquez-nous tout. Commencez par le garde-meuble. J'ai pris une profonde inspiration. Je loue un garde-meuble climatisé à Lexington. Il est enregistré à mon nom, sécurisé par un verrou à clavier et des caméras de surveillance. J'y conserve du matériel de travail qui ne nécessite pas une sécurité de niveau coffre-fort, mais qui a besoin d'être préservé, des documents en cours d'authentification, des preuves en attente de numérisation, du matériel de recherche. Qui y a accès? Moi-même, et 2 contacts d'urgence. Ma mère et ma cousine Melissa ont toutes les deux le code du clavier. Elles ont toutes les deux signé des accords d'accès, reconnaissant qu'elles n'entreraient qu'en cas de véritable urgence, et qu'elles ne toucheraient jamais au matériel fédéral marqué. Les registres se trouvaient dans 3 conteneurs à preuve verrouillés, chacun étiqueté propriété fédérale. Ne pas toucher. Preuve du FBI. Les conteneurs étaient dans le coin nord-est de l'unité, séparés de mes affaires personnelles. Une des spécialistes de la récupération de preuves, l'agent Patricia Gomez, s'est penchée en avant. Elle aurait dû déplacer physiquement ces conteneurs, forcer les serrures, et retirer les registres. Ce n'était pas accidentel. Melissa ne lit pas les étiquettes, ai-je dit doucement. Elle agit d'abord, et ne pose jamais de questions. Elle est impulsive, pleine de suffisance, et convaincue qu'elle sait mieux que tout le monde. Chin a projeté la conversation de groupe familial sur l'écran de la salle de conférence. Les messages brillaient d'une clarté accablante. Elle s'en vante, a observé le procureur Morrison, qui venait d'entrer dans la pièce. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage anguleux, connu pour gagner des affaires impossibles. À ce moment-là, il avait l'air de vouloir donner un coup de poing dans un mur. Elle a vendu des preuves fédérales et l'a annoncé à toute votre famille. Elle ne sait pas ce qu'elle a vendu, ai-je dit. Elle pense que c'était de vieux livres. Elle est ignorante, pas malveillante. L'ignorance n'est pas une défense, quand des preuves fédérales sont marquées comme des preuves fédérales, a déclaré Morrison en s'asseyant lourdement. À quelle vitesse pouvons-nous retrouver l'acheteur? Je suis déjà dessus, a dit l'agent David Park depuis son ordinateur portable, extrayant les images des caméras de circulation du quartier, et croisant les horodatages avec ceux du vide-grenier. Si l'acheteur a utilisé une carte de crédit pour autre chose dans le coin, nous le trouverons. La vente s'est faite en espèces, ai-je précisé. Je sais, mais les gens utilisent des cartes pour l'essence, le café, les courses. Nous allons suivre les schémas de circulation des véhicules et l'utilisation des cartes de crédit dans les environs. Nous le trouverons. Morrison s'est tourné vers moi. Votre cousine. Quelle est sa situation? Mariée, 2 enfants, travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire. Vit à Lexington, à 5 km du garde-meuble. Elle est en compétition avec moi. Ça a toujours été le cas. Quand nous étions enfants, elle devait gagner à tous les jeux, voir chaque réussite reconnue, être le centre de l'attention. Et maintenant? Maintenant, elle est amère que j'ai une carrière qu'elle ne comprend pas.
Elle dit aux gens que je suis une comptable glorifiée. Elle fait des blagues sur le fait que le travail au gouvernement, c'est de l'argent facile. Elle est convaincue que je perds mon temps avec de la paperasse ennuyeuse, pendant qu'elle vit une vraie vie. C'est elle que vous êtes au FBI? Oui. Elle s'en fiche. Ou elle ne comprend pas ce que cela signifie. Le téléphone de Chin a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, et son expression s'est assombrie. Nous avons un problème. Les images de sécurité du garde-meuble montrent Melissa entrant hier à 16h17. Elle est restée à l'intérieur pendant 43 minutes. Elle a retiré 6 boîtes. 6. J'ai eu froid. Les registres étaient dans 3 conteneurs. Qui avait-il d'autres? J'ai essayé de me souvenir. Des dossiers, des documents d'authentification, des registres de chaînes de possession, des déclarations de témoins experts, tout le matériel de l'affaire Caldwell. Morrison a émis un son étranglé. Elle a pris toute l'archive des preuves. On dirait bien. Qu'a-t-elle vendu? Je ne sais pas. Elle n'a mentionné que des livres dans la conversation. Park a levé les yeux de son ordinateur portable. J'ai son annonce pour le vide-grenier, publiée sur Facebook Marketplace jeudi soir. Citation, grand vide-grenier. Meubles, vêtements, articles de cuisine, livres, et plus encore. Samedi de 8h à 14h. Livres, a répété Chin au pluriel. Elle a fait la publicité de vos preuves comme s'il s'agissait d'articles de vide-grenier. Pendant les 3 heures suivantes, l'équipe a travaillé avec une efficacité redoutable. Les caméras de circulation ont capturé 17 véhicules arrivant au vide-grenier de Melissa entre 8h et 10h. La reconnaissance des plaques d'immatriculation a identifié les propriétaires. Les vérifications d'antécédents ont révélé des emplois, des adresses, des numéros de téléphone. Le type bizarre qui a acheté les livres a été identifié à 13h47, Leonard Sutherland, 68 ans, comptable à la retraite, résident d'Arlington. Il conduisait une Honda Civic de 2015. Il avait acheté de l'essence dans une station voisine à 10h23, en payant avec une carte Visa. Je l'ai, a annoncé Park. Je vérifie ses antécédents maintenant. Pas de casier judiciaire. Marié, 2 enfants adultes. Démocrate enregistré. Bon crédit. Bénévole à la bibliothèque publique d'Arlington. Comptable, a dit lentement Morrison. Un comptable à la retraite. Il a acheté des registres financiers. Tout le monde dans la pièce a compris l'implication. Un comptable à la retraite reconnaîtrait des documents de valeur. Il pourrait savoir exactement ce qu'il avait acheté. Chin s'est levé. On y va, maintenant. Équipe de récupération des preuves, vous êtes avec moi. Sarah, vous venez aussi. Nous avons besoin de vous pour identifier les registres et vérifier leur authenticité. Suis-je sous le coup d'une enquête, ai-je demandé doucement. Pas encore. Mais votre cousine, oui. Dès que nous aurons sécurisé les preuves, je la ferai venir. 4 véhicules du FBI ont convergé vers la modeste maison de Leonard Sutherland à Arlington, à 14h34. Chin a frappé à la porte, pendant que nous autres attendions en position tactique. Si Sutherland s'enfuyait, s'il avait déjà vendu les registres, s'ils avaient été détruits. La porte s'est ouverte. Leonard Sutherland se tenait là, en tenue de jardinage, de la terre sur les genoux, tenant une truelle. Il a regardé les insignes du FBI de Chin avec confusion, plutôt qu'avec peur. Puis-je vous aider? Monsieur Sutherland, je suis l'agent spécial Chin, de la division des crimes financiers du FBI. Nous avons des raisons de croire que vous avez acheté des preuves fédérales lors d'un vide-grenier ce matin. Pouvons-nous entrer? L'expression de Sutherland est passée de la confusion à l'alarme. Des preuves fédérales? Les livres? Monsieur, les livres. Oh mon Dieu! Sutherland a reculé, nous laissant entrer. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les marques, les étiquettes. J'ai appelé mon gendre. Il est avocat. Il a dit que je devrais appeler le FBI, mais j'attendais lundi. Un soulagement m'a envahi. Il ne les avait pas vendus. Il ne les avait pas détruits. Il avait reconnu ce qu'ils étaient. Où sont les livres maintenant, Monsieur Sutherland, a demandé Chin sur la table de la cuisine. Je n'y ai pas touché depuis que je les ai ramenés à la maison. Enfin, j'en ai ouvert un pour vérifier le contenu, mais j'ai vu les entrées, les dates, et j'ai su.
Ce sont des preuves, n'est-ce pas? De vraies preuves. Nous l'avons suivi jusqu'à la cuisine. Là, étalés sur une table en bois rayé, se trouvaient les 17 registres reliures originales, pages originales. L'écriture de Caldwell était visible sur le registre ouvert, des colonnes nettes de chiffres, de dates, de noms, de transactions. Je me suis avancé, sortant des gants en latex de ma poche. Mes mains étaient stables tandis que je vérifiais chaque registre, comparant les numéros de série avec mon inventaire mémorisé. Tous les 17 sont présents. Aucune page manquante, aucun dommage. Ils sont tous là, ai-je confirmé. Intacts. Morrison a fermé les yeux un bref instant. Monsieur Sutherland, vous venez peut-être de sauver une affaire de fraude de 47 millions d'euros. Nous allons avoir besoin d'une déclaration complète de votre part. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Sutherland avait l'air sincèrement affligé. La femme du vide-grenier, elle a dit que c'était de vieux livres de comptabilité, du garde-meuble de sa cousine. Elle semblait irritée par eux. Elle m'a vendu toute la boîte pour 50 euros. Je pensais que j'obtenais des registres vintage pour ma collection, j'avais l'habitude de collectionner du matériel de comptabilité ancien. Mais quand je les ai ouverts et que j'ai vu les entrées, les dates, les détails. Il a secoué la tête. Ce n'est pas de la comptabilité d'amateur. C'est la documentation de quelque chose de grave. Fraude boursière, a dit Chin, ces registres documentent 15 ans d'opération d'une pyramide de Ponzi. Ils sont la preuve maîtresse dans un procès fédéral qui commence dans 6 semaines. Sutherland s'est assis lentement. Et cette femme les a vendus dans un vide-grenier. Cette femme, ai-je dit doucement, c'est ma cousine. Elle avait accès à mon garde-meuble. On lui avait demandé de ne jamais toucher au matériel fédéral. Elle a ignoré ses instructions. Va-t-elle être arrêtée? Chin et Morrison ont échangé un regard. Morrison a pris la parole. Monsieur Sutherland, ce que nous allons vous dire est confidentiel. La femme qui vous a vendu ces registres, Melissa Chin Harrison, est accusée de vol de preuves fédérales, d'entrave à la justice, et de falsification de preuves. Ce sont des accusations criminelles graves. Elle pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Je n'ai rien ressenti. Pas de choc, pas d'horreur, pas de satisfaction, juste une froide fatalité. L'équipe de récupération des preuves a tout photographié, documentant l'état et l'emplacement des registres. Sutherland a donné une déclaration détaillée sur l'achat, le prix, ses inquiétudes initiales, et son intention de contacter les autorités. Il était coopératif, serviable, et clairement affligé par son rôle accidentel dans la mauvaise manipulation des preuves. Suis-je en difficulté, a-t-il demandé. Non, monsieur, l'a rassuré Chin, vous avez agi de manière appropriée. Vous avez reconnu que quelque chose n'allait pas, et vous aviez l'intention de le signaler. Vous avez préservé les preuves. Vous ne les avez ni endommagées, ni tenté de les vendre. Vous êtes un témoin, pas un suspect. À 17 heures, les 17 registres étaient sécurisés dans des conteneurs de transport de preuves, et en route vers le coffre-fort des preuves du FBI. La documentation de la chaîne de possession a été mise à jour pour refléter la violation, la récupération, et la remise en sécurité. Morrison rédigeait déjà des requêtes pour informer le tribunal de l'incident, tout en minimisant les dommages pour l'affaire. Nous plaiderons que les preuves étaient continuellement sous contrôle fédéral, brièvement égarées, et immédiatement récupérées, a-t-il expliqué. La défense criera à la contamination, mais nous avons les images de surveillance, la déclaration de Sutherland, et les propres SMS de votre cousine, qui documentent la chronologie. Nous pouvons survivre à ça. Et Melissa, ai-je demandé. L'expression de Chin s'est durcie. Le mandat d'arrêt est en cours de rédaction. Nous intervenons ce soir. Elle a 2 jeunes enfants. Je sais. Mais Sarah, elle a volé des preuves fédérales. Elle a forcé des conteneurs verrouillés, marqués comme propriété fédérale. Elle a vendu des preuves cruciales dans une affaire en cours. Ce n'est pas une erreur que nous pouvons ignorer. Je sais, ai-je dit. Je ne vous demande pas de le faire. Je constate juste un fait. Elle a 2 jeunes enfants qui verront leur mère se faire arrêter ce soir. Préféreriez-vous que nous attendions? Non, ai-je dit doucement. Faites-le maintenant. Je ne suis pas allé avec eux. Je suis rentré à mon appartement à Cambridge, j'ai nourri mon chat, et j'ai attendu les appels que je savais imminents. Le premier appel est arrivé à 19h32. Ma mère. Sarah,
le FBI est chez Melissa. Il l'arrête. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai signalé un crime fédéral, maman. Melissa a volé des preuves de mon garde-meuble et les a vendues dans un vide-grenier. Elle a vendu de vieux livres. Tu l'as fait arrêter pour des livres. Ces livres étaient des preuves dans une affaire de fraude de 47 millions d'euros. Ils valent 3,5 millions d'euros. Ils étaient marqués comme propriété fédérale. Elle a forcé des conteneurs verrouillés et les a vendus. Elle essayait d'aider. Ton garde-meuble était un désordre. On lui avait explicitement dit de ne jamais toucher le coin nord-est. Ses instructions étaient écrites. Elle a signé un accord d'accès. Et alors? Elle a fait une erreur. Elle a commis un crime fédéral, maman. Plusieurs crimes fédéraux. La voix de ma mère s'est brisée. C'est ta cousine, Sarah. Ta famille. Et tu laisses le FBI l'arrêter devant ses enfants. Je n'ai rien laissé faire. Melissa a choisi de commettre un crime. Ce sont les conséquences de ce choix. Tu pourrais arrêter ça. Non, maman. Je ne le pourrais pas, même si je le voulais. Elle m'a raccroché au nez. Tante Linda a appelé ensuite. Oncle Tom après elle. Puis le mari de Melissa, Brandon, me suppliant de réparer ça, de leur dire que c'était un malentendu, de me souvenir que nous étions une famille. Je leur ai dit à tous la même chose, Melissa a commis des crimes fédéraux. Les preuves étaient clairement marquées. Elle avait des instructions explicites. Il y a des conséquences. Aucun d'eux ne voulait l'entendre. La conversation de groupe familial a sombré dans le chaos. Les messages ont afflué, un mélange de fureur, d'incrédulité, et de supplications désespérées. Oncle Tom, Sarah, comment as-tu pu faire ça à ta propre cousine? Tante Linda, elle a des enfants, Sarah. Des enfants. Maman, tu choisis ton travail plutôt que ta famille. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Cousin David, c'est insensé. Ce ne sont que de vieux livres. Tu es en train de ruiner la vie de Melissa pour des livres. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai assisté à la conférence d'urgence pour l'affaire Caldwell. La juge Patricia Rodriguez présidait, son expression sévère tandis que Morrison expliquait la violation et la récupération des preuves. Laissez-moi comprendre, a dit lentement la juge Rodriguez. Des preuves fédérales sous votre garde ont été volées et vendues lors d'un vide-grenier? Oui, votre honneur. Cependant, les preuves ont été récupérées intactes en moins de 6 heures. La chaîne de possession a été documentée. La violation a été immédiatement signalée et a fait l'objet d'une enquête. Et la personne qui a volé les preuves. Arrêtée et inculpée, votre honneur. Vol de preuves fédérales, entrave à la justice, et falsification de preuves. Lié à l'équipe de l'accusation? Morrison a hésité. Les preuves étaient stockées par l'analyste financière du FBI, Sarah Chin, l'une de nos enquêtrices. L'accusé est sa cousine. La juge Rodriguez m'a regardé. Je me suis levé. Mademoiselle Chin, vous avez dénoncé votre propre cousine pour avoir volé vos preuves. Oui, votre honneur. Dès que j'ai appris ce qu'elle avait fait, j'ai contacté mon superviseur. L'équipe de récupération des preuves a été mobilisée immédiatement. Et vous êtes toujours sur l'affaire? Oui, votre honneur. Sauf instruction contraire du tribunal. La juge Rodriguez est restée silencieuse un long moment. Puis, le tribunal apprécie la réponse immédiate de l'accusation à cet incident. Les préoccupations relatives à la chaîne de possession sont notées, mais ne semblent pas compromettre l'intégrité des preuves. La défense aura l'occasion d'examiner la violation pendant le procès. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Chin, votre engagement envers la préservation des preuves est noté. Vous avez fait ce qu'il fallait, même si cela vous a coûté personnellement. Merci, votre honneur. Les avocats de la défense n'étaient pas satisfaits, mais ils ne pouvaient pas contester les faits. Les registres avaient été volés, oui, mais ils avaient été récupérés intacts, avec une documentation complète de chaque étape. Notre affaire était endommagée, mais pas détruite. La comparution initiale de Melissa était prévue pour le lundi suivant. Je n'y ai pas assisté. J'ai lu la transcription plus tard. Melissa Chin Harrison, accusée de vol de preuves fédérales, valeur supérieure à 1 million d'euros, d'entrave à la justice, et de falsification de preuves. La caution a été fixée à 100 000 euros.
Elle n'a pas pu la payer. Elle a été placée en détention provisoire fédérale. Mon téléphone a de nouveau explosé de messages. Des membres de la famille exigeant que je paie la caution, que j'abandonne les poursuites, que je répare ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 3 jours plus tard, Jessica, ma jeune sœur, le seul membre de la famille qui était resté neutre, m'a appelé. Sarah. Salut, Jess. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Maman ne te parle plus. Papa ne te parle plus. Tante Linda dit à tout le monde que tu es un monstre. La moitié de la famille a bloqué ton numéro. Je sais. Les enfants de Melissa sont chez Linda. Brandon essaie de tenir le coup, mais il est anéanti. L'hypothèque est due. Melissa a perdu son travail, évidemment. Tout s'effondre. Je sais, ai-je répété. Et ça te va? Je suis resté silencieuse un moment. Jess, sais-tu ce qu'est l'affaire Caldwell? Une sorte d'affaire de fraude? Marcus Caldwell a volé 47 millions d'euros à plus de 2000 personnes. Des enseignants, des pompiers, des infirmières, des postiers, des gens qui ont économisé toute leur vie pour leur retraite. Il a tout volé. Certaines de ses victimes ont perdu leur maison. Certaines ne pouvaient pas se permettre des soins médicaux. 3 personnes se sont suicidées quand elles ont réalisé que l'épargne de leur vie avait disparu. Silence. Les registres que Melissa a vendus, ai-je continué, ce sont les seules preuves matérielles de ce que Caldwell a fait. Sans eux, il s'en sort libre. Il garde l'argent. Ses victimes n'obtiennent rien. Il ne fait pas de prison. Mais Melissa ne savait pas. Melissa a forcé des conteneurs verrouillés, marqués propriété fédérale. Ne pas toucher. Preuve du FBI. Elle les a vendus pour 50 €, sans poser la moindre question. Elle était plus intéressée par une vente rapide que par le respect d'instructions de base. Elle a fait une erreur. Elle a commis un crime fédéral qui aurait pu anéantir la justice pour 2000 victimes. Est-ce qu'elle a fait une erreur? Une erreur massive, criminelle, dévastatrice. Jessica est restée silencieuse un long moment. Maman dit que tu accordes plus de valeur à ton travail qu'à la famille. J'accorde plus de valeur à la justice qu'à la protection des criminels, ai-je dit. Même quand le criminel fait partie de la famille. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses? C'est comme ça que la loi le voit. C'est comme ça que 2000 victimes de fraude le verraient. C'est comme ça que toute personne rationnelle devrait le voir. Une autre pause. Je ne sais pas si je peux encore te défendre, Sarah. Je ne te le demande pas, elle a raccroché. Le procès a commencé 6 semaines plus tard, exactement comme prévu. Morrison a présenté les registres comme preuve, 17 volumes manuscrits, documentant les 15 ans d'opérations frauduleuses de Marcus Caldwell. Les experts comptables judiciaires ont témoigné sur la correspondance entre les entrées des registres et les relevés bancaires. Les victimes ont témoigné de leurs pertes, de leur dévastation, de leur retraite ruinée. L'équipe de défense de Caldwell a tenté de plaider la contamination des preuves, en pointant l'incident du vide-grenier. Morrison a démoli leur argument avec le témoignage de Sutherland, les images de surveillance, et la documentation complète de la chaîne de possession. Le jury a délibéré pendant 3 jours. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Caldwell a été condamné à 35 ans de prison fédérale, et a versé 47 millions d'euros de dédommagement. Les victimes la plupart âgées, beaucoup en difficulté allaient enfin récupérer une partie de leur épargne volée. J'étais assise dans la galerie du tribunal, et j'ai vu plusieurs victimes serrer Morrison dans leurs bras, le remerciant à travers leurs larmes. Une femme âgée, nommée Dorothy Martinez, s'est approchée de moi après. « Vous êtes l'analyste du FBI » a-t-elle dit. « Celle qui a protégé les preuves. »« Oui, madame. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai entendu que vous avez dû faire arrêter votre propre cousine pour garder ses livres en sécurité. » J'ai hoché la tête. Dorothy a pris ma main dans les siennes. Sa peau était fine comme du papier, sa poigne étonnamment forte. Mon mari et moi avons tout perdu. Il est mort avant que nous puissions récupérer de l'argent. Il est mort en pensant que nous serions sans abri, en pensant qu'il m'avait laissé tomber. Des larmes coulaient sur son visage. Vous nous avez rendu justice. Vous avez protégé ces livres, alors que cela vous a tout coûté. Merci. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste serré sa main. Le procès de Melissa a eu lieu 3 mois après la condamnation de Caldwell.
Son avocat commis d'office a négocié un plaidoyer, coupable de vol de preuves et d'entrave à la justice. Les directives de détermination de la peine recommandaient 5 à 7 ans, mais le juge a fait preuve d'une certaine clémence. Mélissa n'avait pas de casier judiciaire, avait 2 jeunes enfants, et avait coopéré après son arrestation. 3 ans de prison fédérale, 2 ans de libération surveillée, 250 000 € de dédommagement au gouvernement pour les coûts d'enquête et de récupération, et une interdiction permanente d'emploi fédéral. Je n'ai pas assisté à la sentence. J'ai lu la transcription plus tard, notant que Mélissa avait sangloté tout au long de son allocution, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle faisait, qu'elle n'avait pas l'intention de nuire, et qu'elle n'avait pas réalisé que les livres étaient importants. La juge Rodriguez était restée impassible. Mademoiselle Harrison, les preuves étaient clairement étiquetées. On vous a explicitement demandé de ne pas y toucher. Vous avez forcé des conteneurs verrouillés. Vous avez vendu une propriété fédérale pour un profit personnel. Votre ignorance est délibérée, pas innocente. Ce tribunal n'excusera pas des crimes fédéraux, parce que vous n'avez pas pris la peine de lire les étiquettes d'avertissement. Ma famille s'est brisée après ça. Ma mère a cessé de me parler complètement. Mon père a envoyé un seul email, j'espère que ta carrière valait la peine de perdre ta famille. Tante Linda m'a déshérité et s'est assurée que tout le monde le sache. Jessica a été la seule à finir par revenir. Elle s'est présentée à mon appartement 8 mois après la condamnation de Mélissa, l'air épuisé. Je peux entrer ? Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises en silence pendant quelques minutes. J'ai lu des articles sur l'affaire Caldwell, a finalement dit Jessica. Tout. Les victimes, l'enquête, le procès. J'ai lu les déclarations des victimes. Sarah, c'est Jean. Je sais. Mélissa aurait pu tout détruire. Oui. Et tu as sauvé la situation. Tu as protégé les preuves qui ont rendu justice à 2000 personnes. J'ai fait mon travail. Non. Jessica m'a regardé droit dans les yeux. Tu as sacrifié toute ta famille pour faire ce qui était juste. Ce n'est pas juste un travail. C'est. Elle s'est interrompue. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas compris. Je suis désolé d'avoir choisi Mélissa plutôt que toi. Je suis désolé pour tout. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, quelque chose qui était gelé depuis des mois. Merci. Maman ne te pardonnera jamais. Ni Linda. Elles se sont convaincues que tu es la méchante. Je sais. Mais j'avais besoin que tu saches que je comprends maintenant. Ce que tu as fait était juste. C'était horrible, et difficile, et ça t'a tout coûté, mais c'était juste. Nous avons parlé pendant 3 heures ce soir-là, vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Quand Jessica est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Tu es une meilleure personne que moi, Sarah. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que tu as fait. J'espère que tu n'auras jamais à le découvrir, ai-je dit. 2 ans après la condamnation de Mélissa, j'ai assisté à une audience d'indemnisation des victimes de l'affaire Caldwell. Les actifs récupérés avaient été liquidés, et les dédommagements étaient distribués aux victimes. Les gens qui avaient tout perdu recevaient enfin une partie de leur épargne. Pas la totalité, jamais la totalité, mais assez pour survivre, pour payer les factures médicales, pour éviter de devenir sans abri. Dorothy Martinez était là. Elle était plus fragile maintenant, utilisant un déambulateur, mais ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vu. Agent Chin juste Sarah, ai-je dit. Je ne suis pas un agent. Vous l'êtes pour moi, a-t-elle souri. J'ai reçu mon chèque la semaine dernière. 127 000 €. Ce n'est pas tout ce que nous avons perdu, mais c'est assez. C'est assez pour garder ma maison, pour payer mes médicaments, pour vivre dans la dignité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Grâce à vous. Parce que vous avez protégé ces livres. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait plus que votre travail. Vous avez sacrifié votre famille pour nous, pour 2000 étrangers que vous n'aviez jamais rencontrés. Elle a serré ma main. Ça compte, Sarah. Ça compte plus que vous ne le pensez. Je suis resté à l'audience pendant des heures, regardant les victimes recevoir leur chèque d'indemnisation, écoutant leurs histoires de soulagement et de gratitude. C'étaient les personnes que Mélissa avait failli priver de justice. C'étaient les vies qui étaient en jeu quand elle a vendu ses registres pour 50 €. Et j'ai su,
Malgré tout ce que cela m'avait coûté, malgré la famille que j'avais perdue, malgré la solitude, le jugement, et l'isolement, que j'avais fait le bon choix. Certains ponts brûlent. Certaines familles se brisent. Certains prix sont trop élevés pour être mesurés. Mais 2000 personnes ont obtenu justice. Dorothy Martinez a gardé sa maison. Marcus Caldwell est allé en prison pour 35 ans. C'était assez. Il fallait que ce soit assez. 3 ans après la condamnation de Melissa, j'ai reçu une lettre. Courrier de prison, soigneusement inspecté, portant l'écriture de Melissa. Sarah, j'écris ceci parce que mon thérapeute dit que je dois prendre mes responsabilités. Je ne suis pas doué pour ça. Tu sais que je ne le suis pas. J'ai toujours été jalouse de toi. Tu étais plus intelligente, plus accomplie, plus respectée. Je me disais que tu étais ennuyeuse, que ton travail n'avait aucun sens, que ta vie était vide. Ça me permettait de me sentir mieux par rapport à mes propres échecs. Quand j'ai vu ces livres dans ton garde-meuble, je n'ai pas vu de preuves. Je n'ai pas vu le travail acharné de quelqu'un. J'ai vu une occasion de prouver que tu n'étais qu'une accumulatrice, juste une personne qui avait besoin de moi pour régler son désordre. J'avais tort sur toute la ligne. J'ai passé 3 ans ici à penser aux gens que j'ai blessés. Pas seulement toi, bien que je t'ai terriblement blessé, mais ces victimes, les gens dont j'ai failli détruire la justice, parce que j'étais trop égoïste et stupide pour lire une étiquette. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait. Je comprends ce que tu as sacrifié pour protéger ces livres. Je comprends que tu es une meilleure personne que je ne le serai jamais. Je suis désolé, Sarah. Pour tout. Melissa, j'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai classée dans le tiroir de mon bureau, à côté de la carte de remerciement de Dorothy Martinez, et de la transcription du procès où la juge Rodriguez m'avait qualifié de modèle d'intégrité professionnelle et de courage personnel. Je n'ai jamais répondu à la lettre de Melissa. Certaines excuses arrivent trop tard. Certains dommages ne peuvent être réparés. Mais j'ai gardé la lettre, car quelque part dans ces phrases maladroites et douloureuses, se trouvait la reconnaissance que je n'avais jamais obtenue de personne d'autre dans ma famille. J'avais fait ce qu'il fallait. Et au final, cette reconnaissance de la part de la personne qui en avait subi les conséquences, signifiait plus que n'importe quelle approbation familiale. Marcus Caldwell est en prison fédérale. 2000 victimes ont été indemnisées. Dorothy Martinez a gardé sa maison. Melissa purge sa peine. Ma famille est fracturée au-delà de toute réparation. Je passe les fêtes seul. Mes 17 registres reposent dans les archives des preuves fédérales, préservées pour l'histoire, un témoignage de la justice rendue et des sacrifices consentis. Ça en valait la peine. Ça en vaudra toujours la peine.